raconte. Christophe Ondelatte. Une histoire criminelle biscornue de 1994 et 1995 qui a pour théâtre le département de l'Ain et qui met en scène un couple d'assassins, une femme et son amant, Daniel Doyonna et Patrick Sarrazin. Un couple de partouzeurs absolument sans foi ni loi. Ils se sont rencontrés via le Minitel rose, et ils tuent une fois pour se débarrasser du mari de madame, et une deuxième fois, tenez-vous bien, pour 100 francs. Vous avez bien entendu, 100 francs, 15 €. Pour le débrief tout à l'heure, j'ai invité un avocat du barreau de Lyon, maître Jacques Dufour. Bonjour. Bonjour monsieur Ondelatte. Vous avez été dans ce dossier l'avocat de l'une des parties civiles, la famille de l'une des victimes, Sébastien Faisan. C'est lui qu'ils ont tué pour 100 francs. Et vous nous expliquerez d'ailleurs pourquoi tout à l'heure ce dossier vous a marqué, parce qu'il paraît que vous le gardez depuis plus de 20 ans dans un coin de votre cabinet pour le montrer aux jeunes avocats stagiaires. Vous confirmez ? C'est exact, je vous le confirme. Vous nous expliquerez pourquoi. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire, comme beaucoup, commence par la découverte d'un cadavre. Le 13 octobre 1995 à Montagnat, près de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. En pleine campagne, dans un fossé, c'est un agriculteur qui tombe dessus. Un jeune homme d'environ 25 ans de type asiatique. Aucun papier d'identité sur lui, mais salement amoché. Il semble avoir pris plusieurs balles dans la tête et une autre dans le cœur. Et c'est pas tout, le cadavre présente aussi une grosse entaille au niveau de la gorge. Avant ou après s'être fait tirer dessus, le gamin a donc été égorgé. Et il faut que je vous dise quand même l'endroit où on le retrouve. C'est dans un lieu, disons, spécial. Olé, olé. Un bois en pleine cambrousse, jonché de capotes et de Kleenex usagés. Ça vous parle ? Un bésodrome en plein air, qui attire en général un drôle de mélange de partouzeurs des deux sexes, d'exhibitionnistes et parfois même de prostituées. Voilà pour le décor qui d'emblée suggère une piste, un règlement de compte dans les milieux partouzards. Et d'ailleurs, dans l'une des poches du cadavre, le seul indice qu'on retrouve est un petit bout de papier sur lequel il est écrit « Bruno et Chantal ». Alors, est-ce que ce jeune garçon était là pour faire des cabrioles avec Bruno et Chantal ? C'est une hypothèse, et pour l'instant, c'est la seule. Rapidement, les gendarmes parviennent à identifier le mort. Sébastien Faisan, un étudiant de 24 ans qui vivait à Lyon, c'est-à-dire à peu près 1 heure de voiture du bois de Montagnat. Ah, pour financer ses études, il travaillait dans un sex shop. Ça colle pour le décor. Les gendarmes interrogent son frère. À votre connaissance, est-ce que votre frère fréquentait les milieux échangistes ? Oui ? Il vous l'avait dit ? Oui. Sébastien se confiait beaucoup. Il me racontait pas toute sa vie sexuelle, mais je savais des choses, disons. Pour la soirée du 12 octobre, il vous avait dit quelque chose ? Pour cette soirée-là, non. Mais 2-3 jours avant, je savais qu'il avait rendez-vous avec un couple, un homme et une femme. C'était un rendez-vous nocturne vers les 22h, je crois. Puis il est tombé en panne d'essence et il m'a expliqué qu'il n'avait pas pu s'y rendre. Vous avez une idée de la manière dont il a rencontré ces gens ? Oh, par le Minitel, je pense. Le Minitel rose. Je sais qu'il se connectait pas mal. En général, c'est comme ça qu'il rencontrait ses partenaires. Très intéressant, ça. Parce que ça va simplifier les recherches. Une connexion Minitel, c'est comme Internet aujourd'hui, hein. Ça laisse des traces. Il n'y a qu'à aller regarder dans l'historique de ces connexions et on saura avec qui il avait rendez-vous. En attendant, on vient de recevoir le rapport du légiste qui a pratiqué l'autopsie. Ceux qui l'ont tué ne lui ont laissé aucune chance. Il a pris 4 balles de revolver au total. Une dans la tempe gauche, une dans la tempe droite, une à l'arrière du crâne et une dernière dans le cœur. Et comme si ça ne suffisait pas, pour finir, on l'a égorgé d'une oreille
à l'autre. Vous imaginez la boucherie. On ne lui a laissé aucune chance. Aucune. Et donc, c'est pas compliqué. Il n'y a qu'à demander à France Télécom l'historique de ses connexions Minitel et ça vous donne le nom du site 3615. Et ensuite, le site nous dira avec qui il avait rendez-vous ce soir-là. Alors, voyons. Eh ben voilà, Sébastien avait effectivement rendez-vous avec un couple le 12 au soir. Bruno et Chantal, comme le suggérait le petit papier qu'on a retrouvé dans sa poche. Et évidemment, ce sont des pseudos. Mais grâce à France Télécom, les gendarmes obtiennent très vite leur vrai nom. Daniel et Patrick. Daniel Doyona, 33 ans, et Patrick Sarrazin, 41 ans, qui habite Nurieux-Volonia, près de Bourg-en-Bresse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va les arrêter tout de suite? C'est trop tôt. Les gendarmes décident de les placer sur écoute et de les filocher discrètement à l'ancienne. Et fin octobre, 2 mois après la découverte du cadavre, ils les suivent dans un restaurant où ils ont réuni quelques amis. Imaginez la scène. Daniel, Patrick et leurs amis à une table, une grande table, et les gendarmes à une petite table, les oreilles grandes ouvertes. Et voilà ce qu'ils entendent. Eh bien voilà, on voulait vous annoncer une grande nouvelle. On va se marier. Ça se passera au mois de mars prochain. Hein. On a choisi la robe de Daniel, hier. Et bien sûr, vous êtes tous invités. Allez, champagne. C'est mignon comme tout. C'est beau l'amour. Vous avez compris que c'est un remariage, non ? Alors je vous le dis, Danielle est veuve depuis un peu plus d'1 an et elle s'est retrouvée seule avec 3 enfants. Elle a rencontré Patrick qui s'est installé chez elle. Elle a refait sa vie, autrement dit. Cela dit, en attendant les épousailles, nos 2 tourtereaux vont connaître une légère déconvenue. Gendarmerie nationale, ouvrez s'il vous plaît. Délicate attention, les gendarmes ont attendu que les enfants soient partis à l'école. Les 2 oiseaux mettent un peu de temps à répondre, parce qu'une fois les enfants partis, ils se sont recouchés, figurez-vous. Il est vrai que ni l'un ni l'autre ne travaille. C'est elle qui vient ouvrir en robe de chambre. Bonjour madame. Madame Danielle Doyona. Monsieur Patrick Sarrazin est-il là? Oui, il est encore au lit. Allez le chercher, je vous prie. Alors, à dater de ce moment, vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'une information pour homicide volontaire. Nous allons procéder à la perquisition de votre domicile, madame. Perquisition fructueuse, car on trouve chez eux plusieurs armes à feu et un couteau encore taché de sang. Et puis des quantités industrielles de revues et de cassettes vidéo porno. Où est-ce que vous achetez cette littérature, messieurs, dames? Dans un sex shop, à Lyon. Il donne une adresse. Figurez-vous que c'est pile le sex shop où travaillait le jeune Sébastien Faisan. Et les interrogatoires de garde à vue commencent. Chacun dans un bureau séparé. Ils savent bien sûr que le sang sur le couteau va parler. Et que les armes retrouvées chez eux collent avec les balles retrouvées dans le corps du jeune Sébastien Faisan. Ils ont compris qu'ils sont cuits, et donc ils se couchent tout de suite. Danielle Doyona, la première. En fait, dans le plan, c'est par moi qu'il était intéressé. Alors j'ai servi d'appât, avant que Patrick passe à l'action. Et elle raconte. Il lui avait donné rendez-vous à 2h du matin dans le bois. Ils l'ont attiré à un endroit très à l'écart, tout près de leur voiture. Danielle, alias Chantal, s'est assise sur le fauteuil passager de la voiture, vitre ouverte, et elle a commencé à le chauffer. « Alors, mon joli, c'est ça que tu voulais voir? Des vrais nichons de vraies femmes? Ça te plaît, hein? Tu veux en voir plus ?» Et elle lui a proposé de lui attacher les mains. « Tu aimes les accessoires? Ça te dirait que je t'enfile des menottes? Hein? Ça t'exciterait? Hein ?» Il a dit oui. Et le piège s'est refermé.
Patrick a surgi, il lui a braqué un revolver sur la tête. Ce soir-là, ça n'était pas du sexe qu'il voulait. Maintenant, donne-moi ta carte bancaire. Tenez, prenez mon portefeuille. Mon portefeuille est là. Très bien. Il y a déjà 100 francs dedans. C'est tout ce que t'as. Oui, c'est tout ce que j'ai. Mais tenez, j'ai 2 cartes bancaires. Vous pouvez les prendre. Tu vas nous donner les codes, bien sûr. Oui, tout ce que vous voudrez. Mais ne tuez pas. Donc, ils ont fait tout ça pour le voler. Ok. Mais alors pourquoi l'ont-ils tué ? Pourquoi l'ont-ils tué de 4 balles et ensuite égorgé d'une oreille à l'autre ? Et pourquoi l'ont-ils tué 2 fois ? Une fois à coup de revolver et une deuxième fois à coup de couteau. Parce que tout de même, ils l'ont égorgé d'une oreille à l'autre. Pourquoi ? C'est lui qui a fait ça. Patrick Sarrazin. J'avais vidé mon chargeur. J'avais tiré 4 fois. Il râlait toujours. Je n'ai pas supporté. Je l'ai égorgé. Incroyable explication. Et tout ça pourquoi ? Quelques centaines de francs ? Eh bien, même pas. Le pauvre Sébastien Faisan, consciemment ou pas, ne leur a pas donné les bons codes de ses cartes de crédit. Ils sont allés dans un distributeur, code faux. Ils sont allés dans un autre, code faux. Au 3e distributeur, la carte a été avalée. Ils n'ont même pas pu retirer d'argent. Ils l'ont tué pour rien. Ils l'ont tué pour 100 francs qu'il avait dans son portefeuille. 15 € d'aujourd'hui. Minable. Minable. Et c'est pas tout. Il raconte la suite. Ce qu'ils ont fait après, vous allez voir, c'est gratiné. Ils sont allés à la voiture de Sébastien Faisan. Dans le coffre, il y avait des cassettes porno. Je rappelle qu'il travaillait dans un sex shop. Eh bien, ils les ont volées. Ils les ont emportées chez eux. Et en rentrant pour se détendre, ils les ont regardées. Et ça les a tellement excités qu'ils ont fini par faire l'amour. Des barbares, sans aucun état d'âme. Et le lendemain, madame a fait des tartes et des gâteaux toute la journée. Et le soir, ils ont reçu un autre couple. Et la soirée s'est terminée au plumard. À 4. Aucun regret, aucun état d'âme. La vie continue comme si de rien n'était. Des crapules. Et là, les gendarmes se disent, des gens comme ça, sans foi ni loi, sans cœur, et si ça n'était pas leur coup d'essai, hein ? Et s'ils en avaient tué d'autres, avant ? Le mari, par exemple, de Daniel Doyonnin. Il est mort il y a 14 mois dans un accident de voiture, un soir, tard, sur une route de montagne. L'enquête à l'époque avait démontré qu'il avait bu. Et si ça n'était pas un accident, hein ? D'autant que le frère du mari, vient dire qu'un truc l'a intrigué à l'époque. Le cadavre de son frère présentait une bosse derrière la tête, au bas du crâne, alors qu'il était censé être mort d'un choc frontal. Donc on exhume le corps du mari pour réaliser une autopsie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais avant une autopsie, on passe toujours le cadavre à la radio, de la tête aux pieds. Et vous savez ce qu'on voit sur la radio corps entier du cadavre de Gilles Doyonnin ? Une balle dans la tête. Les salauds, ils l'ont tué lui aussi. Le juge, bien sûr, les fait revenir dans son cabinet, et l'un et l'autre. Et Patrick Sarrazin se met à table assez vite. Oui, il a aussi tué Gilles Doyonnin, mais c'était pour de bonnes raisons. C'est un salaud. Daniel m'a raconté qu'il l'a violée. Ça existe, le viol dans le couple, hein ? Elle voulait plus avoir de rapport avec lui. Eh ben, il l'a forcé. Et voilà comment ça s'est passé. Le soir du 4 juin 1994, Gilles Doyonnin rentre du travail. Bonsoir, chérie. Ta journée s'est bien passée ? Oh, écoute, je suis épuisé. Un petit whisky orange ? Ça te dirait, ça te ferait plaisir ? Ah oui, ouais, avec plaisir. Daniel prépare un whisky orange à son mari chéri et elle verse dedans une bonne dose de somnifère qu'elle a préalablement pilé. Gilles Doyonnin sirote son whisky et assez vite il tombe dans le coltard.
Et là, qui surgit de sous le lit? Patrick Sarrazin. Il ne lui reste plus qu'à tuer son rival. Et voilà comment il s'y est pris pour le tuer. Il lui a collé un oreiller sur la tête pour que les enfants dans la chambre d'à côté ne soient pas réveillés par le bruit. Et à travers l'oreiller, il lui a tiré une balle dans le conduit de l'oreille. C'est pour ça que sur le moment, on a cru à un accident. L'entrée de la balle n'était pas visible, c'est futé. Ensuite, ils ont entouré la tête du mort d'un sac plastique pour ne pas en mettre partout. Daniel a nettoyé la chambre en grand, à l'éponge. Et Patrick Sarrazin a chargé le corps de Gilles dans sa propre voiture, une Peugeot 405. Il l'a conduit au col du Berthian. Il avait repéré un virage un peu serré avec en dessous un ravin. Il a mis le cadavre dans la voiture, côté conducteur, et il a poussé la voiture dans le vide. Et elle est allée s'écraser plusieurs dizaines de mètres plus bas. Il était persuadé d'avoir commis le crime parfait. Et comment a-t-il eu cette idée géniale? Il le raconte au juge d'instruction. Il lit beaucoup de polars et il écoute Pierre Bellemare sur Europe 1. Pierre avait raconté un crime presque parfait, il a trouvé ça futé, il s'en est inspiré. Et vous conviendrez qu'il a manqué de clairvoyance, parce que quand on vous raconte des histoires de crimes, que ce soit Pierre Bellemare ou moi, c'est que l'assassin s'est fait pincer. On ne vous raconte jamais des crimes parfaits, puisqu'on ne les connaît pas. Gardez bien ça en tête, au cas où vous auriez de sales idées. Et l'enquête va révéler qu'avant d'assassiner le mari, ils ont fait 3 tentatives. 3! La première fois dans sa chambre. Elle lui sert un whisky. Elle y fourre 2 Tranxène pilés. Au cas où, Sarrazin lui donne un grand coup de barre de fer sur la tête. Ils le mettent dans la voiture, ils vont au col du Berthian, ils poussent la voiture dans le ravin, et la voiture reste en équilibre, comme dans les films. L'autre rentre à la maison avec la tête en sang, il n'a rien compris de ce qui lui est arrivé, mais il ne porte pas plainte. En revanche, il en parle à son père. La deuxième fois, idem. Whisky, Tranxène, ils le mettent dans la voiture, ils arrivent sur place, sur le col du Berthian, et là, Gilles d'Oyonnax se réveille. Et il voit sa femme, et il voit cet homme qu'il ne connaît pas. Et là, Sarrazin, bien embêté, lui dit « C'est un enlèvement! Je t'ai enlevé avec ta femme !» Et pour donner un peu de crédibilité à ce mensonge, il fait semblant de violer Daniel devant son mari. Et après, il l'enlève. Daniel ne réapparaît que 2 jours plus tard. Elle joue les pauvres femmes violées, et l'autre ne porte toujours pas plainte. Et puis 3e tentative, cette fois, elle a lieu au garage de Gilles d'Oyonnax. Sarrazin lui tire dessus, sauf qu'il le loupe, parce que l'autre, pile à ce moment-là, se baisse pour nouer son lacet. On retrouvera la balle dans le mur du garage. Et là encore, allez savoir pourquoi Gilles d'Oyonnax ne porte pas plainte. La 4e tentative sera la bonne. Alors qui sont ces gens sans cœur, ces gens sans état d'âme, qui tuent une première fois pour se débarrasser d'un mari gênant et filer le parfait amour, et une deuxième fois pour 100 francs. 100 francs. Daniel d'Oyonnax, d'abord. À la base, c'est une mère de famille assez ordinaire, qui élève ses 3 enfants dans une forme d'abnégation. Son mari travaille beaucoup, il était mécanicien, Gilles d'Oyonnax, et il venait de monter son propre garage. Donc il partait tôt le matin, il rentrait tard le soir, il était fatigué, et petit à petit, le couple s'est délité. À ce moment-là, Daniel a trouvé dans le Minitel Rose une forme de libération, le démon de minuit. Et d'ailleurs, la nounou que le couple d'Oyonnax employait pour s'occuper des enfants raconte qu'avant sa mort, le mari avait des doutes à cause des factures de téléphone. Et oui, vous vous souvenez le Minitel? Quand on allait sur le 3611 ou le 3614, ça allait. Mais les 3615, ça douillait. On se retrouvait vite avec des factures qui explosaient. C'est ce qui est arrivé au d'Oyonnax. Et donc le mari, du coup, avait chargé la nounou de surveiller sa femme.
La nounou s'est mise à espionner Daniel. Et elle a bien vu que, contrairement à ce qu'elle disait à son mari, ça n'était pas sur des sites de voyance qu'elle allait. C'était sur des sites de rencontres. Et la même nounou raconte qu'à partir de ce moment-là, Daniel, qui s'était un peu laissé aller physiquement, s'est mise à se pomponner, à s'habiller de plus en plus court. Et puis elle a commencé à s'absenter 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la journée. Et puis un jour, un homme a commencé à passer la voir régulièrement à la maison. C'était Patrick Sarrazin, devenu son amant, pour le meilleur et pour le pire. Et lui alors, ce Patrick Sarrazin, qui est-il? Oh lui, c'est ce qu'on appelle un beau parleur, tendance manipulateur. Il ne travaille pas, il prétend vivre de courses de moto, il dit aussi qu'il a été agent secret, il est séducteur de la tête aux pieds, et il a senti que Daniel était faible, il a bien vu qu'elle avait une jolie maison, et qu'il suffisait de tuer son mari pour s'installer tel un coucou dans le nid. Et l'enquête révèle que, avant d'être assassiné, le mari avait déjà été agressé 1 fois. Il était à son garage, on l'a attaqué par derrière à coups de barre de fer, il n'a pas vu son agresseur, il est rentré chez lui la tête en sang. Étrangement, il n'a pas porté plainte. Et après la mort de Gilles, je vous ai dit que son frère avait des doutes à cause de cette bosse dans la nuque. Mais il n'y avait pas que lui, hein. Les parents de Gilles ont eu aussi des doutes. Le père est au courant pour la première tentative de meurtre. Il sait que son fils s'est retrouvé dans une voiture en suspension au-dessus d'un précipice, pile à l'endroit où finalement il est mort. Et donc, la famille fait savoir à Daniel qu'elle n'est pas la bienvenue aux obsèques de son mari. Et elle n'y va pas. C'est vous dire. Mais ça ne va pas plus loin. La famille ne prend pas d'avocat. Et comme les gendarmes n'ont aucun doute, ils classent l'affaire sans suite. C'est un accident. Et on passe pas loin du crime parfait. L'instruction du double meurtre commis par le duo d'Oyonnax-Sarrazin dure 4 ans. Et tout l'enjeu est de bien distinguer la responsabilité de l'un et de l'autre. Est-ce que Daniel est une pauvre femme qui a été manipulée par un amant pervers, ou est-ce qu'elle a été plus active qu'on peut le penser? Au début, depuis sa prison, Patrick lui envoie des lettres énamourées. Celle-là, par exemple, datée du 7 décembre 1995. Daniel, mon amour, je t'aime, je t'écris tous les jours, je t'aime, et cette nuit, j'ai rêvé de toi et des enfants, je t'aime, je ne pense qu'à toi, un jour, je sais que nous nous retrouverons ensemble, toi et moi. Mais est-ce qu'il n'écrit pas ça pour tenter de gommer son rôle de manipulateur? Parce qu'elle, en revanche, assez vite, elle le lâche, et elle le charge. Devant le juge d'instruction, elle le charge à chaque fois un peu plus. C'est lui qui a eu l'idée des 2 meurtres. C'est lui qui a tué. C'est lui qui l'a manipulé. Le procès de ce couple diabolique s'ouvre le 30 novembre 1999 devant la cour d'assises de l'Ain. Daniel d'Oyonnax a choisi sa ligne de défense. Elle a été manipulée par son amant. Ce que viennent en quelque sorte confirmer les experts psychiatres qui disent que Patrick Sarrazin est un pervers narcissique. C'est un personnage de bande dessinée, si vous voulez. Le justicier amoral, le justicier dangereux, au-dessus des lois, qui, dès lors que rien ne l'arrête, peut tout. D'accord. Mais Daniel d'Oyonnax a tout de même pris une part active à l'élimination de son mari. C'est elle qui lui donne par 3 fois le somnifère. Et elle prend aussi une part très active dans l'assassinat du jeune Sébastien Fezan. C'est elle qui l'appâte. Ça explique le verdict. Patrick Sarrazin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour 2 assassinats. Et elle, Daniel d'Oyonnax, redevenue Daniel Guillet de son nom de jeune fille, elle est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle pour 2 complicités d'assassinat. Europe 1. Pour commenter son histoire du jour,
Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Quelle histoire, vraiment quelle histoire. Pour la débriefer, je suis avec maître Jacques Dufour du barreau de Lyon. Maître, vous étiez dans ce dossier partie civile, c'est-à-dire que vous étiez l'avocat de la famille du jeune Sébastien Fezan. Je suis très content de vous avoir trouvé parce que je me suis dit une affaire de 95, plus personne ne va s'en souvenir. Elle m'a intéressé parce que c'est une affaire du temps du Minitel, que quelque part elle a sa place dans l'histoire du crime. Et quand on vous a appelé pour vous inviter, vous nous avez dit « Ah mais je m'en souviens très bien, j'ai toujours gardé le dossier et je le montre aux stagiaires qui viennent à mon cabinet. » Et pourquoi donc ? Pourquoi ? Tout simplement parce que pour des stagiaires, l'avocat c'est le pénaliste. Et quel plus beau dossier, quel plus malheureux dossier que celui-ci à présenter à un jeune stagiaire. C'est un dossier à tiroir, vous l'avez fort bien démontré et expliqué à l'instant. Et par conséquent, c'est un dossier qui marque les esprits et qui marque tous les stagiaires auxquels j'ai pu présenter cette affaire. J'adorerais aller vraiment au fond de ce dossier, mais il me faudrait une petite semaine pour le lire pièce par pièce. Alors tout l'enjeu de cette affaire, et notamment l'enjeu de la cour d'assises, était de départager les responsabilités. Ils ont toujours été là, tous les deux, mais est-ce que lui l'a à ce point manipulé qu'elle aurait pu bénéficier de circonstances atténuantes? Le verdict est clair, la cour d'assises répond non. Il prend perpète, elle prend 30 ans, ce sont des peines assez proches finalement, à un iota près qui va jouer sur la libération conditionnelle. Donc Danielle Doyonna n'a pas été victime d'un pervers manipulateur? C'est ce qu'elle a soutenu tout au long de l'instruction, c'est ce qu'elle a soutenu ou tenté de soutenir tout au long du procès, et la cour ne s'y est pas trompée, il est apparu qu'elle avait eu un rôle très actif. Un rôle déterminant, tout d'abord dans l'assassinat de son mari, et ensuite dans la mort tragique du jeune Sébastien. Mais elle n'est pas manipulée, elle n'est pas une chose au service de ce grand pervers qui est Patrick Sarrazin. Elle l'a dit, elle l'a affirmé, elle l'a soutenu, mais encore une fois, tous les éléments du dossier ont démontré le contraire. Elle était en admiration devant lui, c'est une certitude. Elle était subjuguée par lui, elle était amoureuse de lui. Mais elle l'a suivi sans rechigner et sans aucune hésitation et sans difficulté. Mais comment se fait-il que cette femme, qui est une mère de famille, qui élève 3 garçons, bascule à ce point-là, au point de devenir complice de 2 assassinats? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie-là? Elle s'ennuyait à ce point qu'il lui fallait de la fantaisie? Oui, certainement. Certainement, ça n'était un secret pour personne. Elle avait vécu 10 ans de mariage sans histoire avec son mari. Et au bout de 10 ans, le couple s'était délité. Il n'y avait plus d'envie, chacun menait sa vie de son côté. Elle a commencé à mener une vie très débridée avec le Minitel, vous l'avez dit. Elle a eu quelques expériences qui n'ont pas été très satisfaisantes. Et lorsqu'elle est tombée sur Patrick Sarrazin, ça a été le véritable coup de foudre. Ça a été l'amour fou. Il ouvre des horizons sexuels, disons les choses. C'est ça. Elle avait fait l'amour papa dans maman pendant des années, et là, tout d'un coup, finalement, Patrick Sarrazin lui ouvre des horizons inconnus. Il semblerait que oui. Il semblerait que oui, puisque il ne ressort pas des éléments du dossier qu'auparavant, elle se livrait à l'échangisme comme elle a pu le faire lorsqu'elle a connu, ou dès qu'elle a connu, Patrick Sarrazin. Donc oui, sexuellement, elle a découvert des choses de façon évidente avec lui. Et vous pensez que lui, depuis le début, l'a choisie, elle, parce qu'elle est manipulable? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Il est amoureux. Il est amoureux, oui. Elle est amoureuse de lui et lui est très épris d'elle. Vous avez cité cette lettre. Sincèrement? Oui, certainement. La lettre est une manipulation. Ça n'est pas certain du tout. Il y a eu d'autres lettres qu'il lui a écrites, et d'amour, oui. Et c'est un amour qui existait avant les faits, pendant les faits, qui existait après pendant sa détention. Lui, il est ce qu'on appelle, j'ai dit sans foi ni loi, mais au fond sans morale, sans aucun repère moral, capable de tuer pour 100 francs, aurait-il eu les codes des cartes de crédit, au fond, ça aurait été moins de 1000 francs. Donc tuer pour moins de 1000 francs, lui, ça ne lui pose aucun problème. D'ailleurs, est-ce qu'on est sûr qu'il n'a tué que ces 2-là? C'est une bonne question. Tout d'abord, est-ce qu'il a tué pour 100 francs? C'était une interrogation. Du reste, j'apporte une petite précision. Pour le décès de Sébastien, il s'est agi d'un meurtre et non pas d'un assassinat. Ils n'ont pas retenu la préméditation? Non. Donc la question reste entière, elle a été posée, les jurés ont répondu par la négative. Pour eux, il n'y a pas eu de préméditation.
Donc il y a eu le vol de ces 100 francs, la carte bleue qui a été dérobée, mais on n'a jamais su s'il avait décidé, dès le départ, de supprimer Sébastien. Maître Dufour, à l'issue de cette instruction, quel est pour vous le mobile du meurtre de Sébastien Faisan? Question bien compliquée, bien complexe, à laquelle personne n'a su apporter de réponse. Le mobile, nous pensions que c'était le vol crapuleux, et qu'il fallait se débarrasser à tout prix de Sébastien. Du reste, il avait expliqué à sa compagne d'alors que s'il y avait la moindre difficulté, il n'y aurait pas de témoin et qu'il était tout à fait disposé, tout à fait prêt à supprimer Sébastien. C'était prévu avant. Éliminer Sébastien Faisan. En cas de difficulté, oui, il ne fallait laisser aucun témoin, il fallait le supprimer, il fallait l'éliminer. Mais a priori, il n'y a pas eu de difficulté. A priori... C'est ce que les parties civiles supposaient, c'est ce que les parties civiles ont pensé, mais ça n'est pas ce que la cour d'assises a retenu. Non, a priori, ils donnent ces codes de carte de crédit. Ils savent pas, avant de le tuer, que les codes sont faux. Non, en aucune façon. Donc, a priori, ils ont le peu d'espèces qu'ils ont trouvé sur lui, ils ont sa carte bancaire, donc ils n'ont aucune raison de le supprimer. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Mais Patrick Sarrazin, d'où tient-il cette faiblesse morale qui consiste à tuer un homme pour de l'argent, pour si peu d'argent? L'explication réside peut-être dans le précédent assassinat, cette fois-ci, celui de Gilles de Yonas. Puisque là, les enjeux financiers étaient beaucoup plus importants, puisqu'en supprimant le mari pour des motifs que l'on peut considérer comme faux, puisqu'ils ont toujours affirmé que c'est parce que Gilles aurait été violent avec son épouse, ce qui n'a nulle part été démontré, en aucune façon. Qu'il l'a violée. Ça ne résulte, à notre sens, que de leur imagination. Mais l'intérêt de supprimer Gilles de Yonas, c'est qu'il y avait un crédit sur la maison qui était épongé de par le décès de Gilles de Yonas, et il y avait aussi une assurance vie. Une assurance vie de 900 000 francs, si j'ai bonne mémoire, ce qui représente tout de même plus de 130 000 euros. Et là, l'intérêt financier était évident. L'intérêt de Daniel Doyonin, pas l'intérêt de Patrick Sarrazin. Patrick Sarrazin est sans emploi, Patrick Sarrazin connaît des difficultés, le Minitel Rose coûte une fortune, et il faut de l'argent pour cela. Et par conséquent, le meurtre de Gilles de Yonas était parfait pour trouver cet argent. Parlez-nous de lui. Parce que vous l'avez vu à la cour d'assises pendant les nombreuses journées qui ont duré ce procès, je crois 5-6 jours. Une semaine, oui. 4 ou 5 jours, oui, c'est cela, oui. Quelle sorte d'homme est-il? Parce que ça, c'est une faiblesse pour nous qui ne l'avons pas connu. On a l'impression d'un homme d'un cynisme incroyable, d'une légèreté morale incroyable. À quoi ressemble-t-il et qui est-il? Un personnage inquiétant. Impressionnant, pas un gabarit très impressionnant, mais son visage, lui, en fait, l'était. Il faisait peur. Il faisait peur physiquement? Son regard, oui, son regard. Et puis surtout, raide dans ses bottes. Une certitude absolue. Il a expliqué tout ce qu'il a pu faire. Il a expliqué le déroulement des opérations, si je puis dire, Froidement. avec un détachement, avec une froideur inquiétante, vraiment inquiétante. Pas d'affect. Nullement, absolument pas d'affect. Et c'est ce qui a marqué les esprits. Et c'est pour ça qu'il prend perpète. Elle a de l'affect? Pas davantage. Qu'il s'agisse de l'assassinat de son mari ou du meurtre de Sébastien. C'est pareil. Elle est active, elle participe, elle prend part aux opérations. Et après coup, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords, encore moins. Non, c'est quelque chose. D'ailleurs, les événements qui sont déroulés après la mort de Sébastien le démontrent amplement. On reprend un cours de vie tout à fait normal. Le soir des faits, ils ont visionné. On regarde les cassettes porno. On regarde des cassettes porno qu'on est allé chercher dans le coffre de la victime. Avant cela, on a essayé d'aller chercher au distributeur un peu d'argent. Donc ensuite, on rentre se coucher, on visionne des cassettes vidéo. Le lendemain, vous l'avez dit, de nouveau, on va reprendre le cours normal des choses, si je puis dire, avec un couple échangiste. Oui. De son côté, elle prépare des gâteaux pendant la journée, on réceptionne le soir, on festoie, du champagne, il y a des rapports, ça a été démontré, sans la moindre gêne, sans la moindre réserve. Au fond, le Minitel, cette année-là, en 1994, a permis à deux grands tordus
de se rencontrer, un peu par hasard. Oui, assurément, oui. Ouais. C'est ça l'histoire de ce double crime. Ce sont les hasards des rencontres Minitel qui mettent deux personnes sans aucune morale, face à face, puis main dans la main. Et qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés si le Minitel n'ait pas existé à l'époque. Oui, nous sommes d'accord. Patrick Sarrazin est un pervers narcissique, disent les psychiatres. Ça veut dire qu'il est extrêmement dangereux. Ça ne se soigne pas, ce type de perversion. C'est ce qu'on laissait entendre, ou plutôt c'est ce qu'on dit, de façon précise, les experts, oui. Ouais. Pour eux, ils avaient beaucoup d'interrogations quant à l'avenir, le concernant. Il est condamné à perpétuité en 1999. Est-il toujours en détention, à votre connaissance? Je pense qu'il l'est encore, mais je n'en ai pas la certitude. De son côté, j'imagine que elle est sortie. Oui, puisqu'elle avait été condamnée à 30 ans de réclusion. Libérable à 15 ans, avec des remises de peine. Il y a quelques années, Mais lui, j'imagine qu'il est encore. Il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais avec une période de sûreté de 22 ou 24 ans. Oui, le max. Oui, à l'époque, oui. Merci beaucoup, maître, d'avoir rouvert ce dossier pour nous. Je vous en prie, Tant d'années après, c'est assez rare de trouver des avocats qui se souviennent comme ça de dossiers, parce que les dossiers s'entassent, les dossiers passent, et on est incapable de les raconter. Quand nous-mêmes, je me souviens très bien, quand on fait entrer l'accusé, on allait réveiller comme ça de vieilles histoires, il fallait qu'on rappelle l'histoire aux avocats qui l'avaient souvent oublié. Merci infiniment, maître Dufour. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.